bienvenue dans Cap-Forme Senior, l'émission. Aujourd'hui, nous allons tenter de mieux comprendre l'insomnie. Beaucoup connaissent ces nuits où, malgré la fatigue, le sommeil se refuse à venir. Le temps passe, les pensées s'emballent et les réveils nocturnes ou matinaux empêchent tout repos réparateur. L'insomnie peut être occasionnelle ou devenir chronique. Ses origines sont multiples: stress, anxiété, dépression, mauvaises habitudes de vie, environnement défavorable ou encore troubles médicaux. Les conséquences ne se limitent pas à la nuit. Irritabilité, troubles de la concentration et impact sur la santé globale sont fréquents. Comprendre cette pathologie nécessite d'identifier ses causes, ses répercussions et les moyens d'y remédier. Pour approfondir cet aspect, nous donnerons la parole à Mathieu Berger, physiologiste spécialiste du sommeil, qui éclairera sur les mécanismes de l'insomnie. Le docteur Laetitia Mouligasmi, neurologue et experte du sommeil, détaillera la prise en charge médicale, notamment la thérapie cognitivo-comportementale recommandée pour traiter l'insomnie chronique. Le témoignage d'un patient illustrera les solutions préconisées. Pour finir, notre coach Cap-Forme nous dispensera ses conseils pratiques pour favoriser l'endormissement et améliorer la qualité du sommeil. Cap-Forme Senior, l'émission, des informations utiles pour préserver votre bien-être et votre santé. Alors l'insomnie, ça se définit par une plainte de la part du patient qui va être à la fois sur la durée et la qualité du sommeil. Mais on ne va pas avoir de données chiffrées précises qui vont définir l'insomnie. C'est avant tout la plainte et elle peut être variable d'une personne à l'autre. En tous les cas, on va retrouver des difficultés soit à s'endormir, soit à maintenir le sommeil. Vraiment, c'est les deux typologies d'insomnie que l'on va retrouver essentiellement. Mais alors, certaines personnes dorment très peu. Alors, est-ce qu'on peut parler d'insomnie ? Alors c'est un petit peu le mal du siècle, comme je le présente moi souvent dans les troubles du sommeil, parce qu'effectivement, on a une dette de sommeil qui est très importante dans la population générale actuellement. Mais la dette de sommeil et la privation de sommeil, comme vous l'appelez, qui est similaire, c'est très différent de l'insomnie et notamment si on regarde des valeurs chiffrées, que l'on s'intéresse par exemple à la latence d'endormissement qui correspond au temps que l'on met à s'endormir ou alors aux éveils intra-sommeil. Chez une personne qui est en privation de sommeil, il n'y aura pas d'éléments perturbateurs, c'est-à-dire qu'elle sera tout à fait normale à une population générale, alors que dans le cadre de l'insomnie, on a des personnes qui vont mettre beaucoup de temps à s'endormir, donc avec une latence d'endormissement qui sera importante, ou à l'inverse, qui vont soit se réveiller très précocement le matin et qui n'arriveront pas à se rendormir, ou alors au milieu de la nuit, il va y avoir des réveils qui vont durer et qui vont augmenter cette durée d'éveil intra-sommeil. Donc en termes de répercussions, les deux personnes, qui soient en privation de sommeil ou qui souffrent d'insomnie, vont pouvoir avoir une somnolence au cours de la journée. Mais quand même, de manière assez typique, c'est plutôt dans la privation de sommeil que l'on va retrouver la somnolence. Dans l'insomnie, on a des personnes qui souffrent plutôt d'un état qu'on appelle hyper-éveil, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment être éveillées en permanence, avoir des difficultés à s'endormir, et dans la journée, elles n'auront pas forcément de plainte. Ça sera une plainte de fatigue, mais pas de somnolence. Très bien. Alors, il semble que nous dormions moins bien lorsque nous sommes préoccupés, on a des soucis, comme on dit. Est-ce que nos insomnies sont dues uniquement à nos inquiétudes ou existe-t-il d'autres causes ? Alors c'est évident que le facteur numéro 1, ça va être nos inquiétudes et c'est ce que on appelle un petit peu le facteur qui va déclencher l'insomnie. Mais ce n'est pas la seule raison et il peut y avoir des facteurs qui peuvent être autres comme des pathologies par exemple. Si une personne souffre de dépression ou de troubles bipolaires par exemple, elle est plus à risque d'insomnie et ça peut engendrer de l'insomnie. Ou alors il y a également les personnes qui utilisent des drogues ou en addictologie qui sont plus sujettes aux insomnies. Donc ce n'est pas la seule raison effectivement. Et y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes ? Alors les femmes, malheureusement pour elles, sont plus sujettes à l'insomnie. On retrouve plus de cas d'insomnie chez les femmes. La raison est probablement hormonale. Il semblerait que notamment pendant les règles et également à la ménopause, on a une recrudescence des périodes d'insomnie par rapport à l'homme. Et puis il y a aussi peut-être le stress sociétal chez la femme qui explique qu'elle soit plus sujette à l'insomnie.
Alors vous l'avez déjà un peu évoqué, mais quelles sont les conséquences directes sur notre comportement en journée et à terme, quelles sont les répercussions sur notre santé? Alors avant tout, c'est de l'irritabilité, ça peut être des pertes de concentration. On a parlé un petit peu de somnolence, mais je dirais que certaines personnes ne souffrent pas de somnolence, mais il y a quand même une fatigue, un état de fatigue un petit peu permanent au cours de la journée qui fait que même dès le matin, on se sent fatigué. Et cette fatigue, cette somnolence, cette perte de concentration, de vigilance, peuvent induire des accidents, par exemple, que ce soit des accidents du travail ou également des accidents de la route. Donc ça, c'est vraiment l'effet à court terme. Et puis à plus long terme, on sait que cette altération du sommeil va également provoquer des modifications avec un stress sympathique qui va également provoquer du stress pour l'organisme avec une augmentation de l'hypertension, une augmentation de la dépression, je le disais tout à l'heure, et puis également une augmentation de la mortalité à long terme. Quand on regarde dans les études de cohorte avec un suivi assez long, sur plus de 10 ans, on observe une augmentation à la fois de la mortalité et du risque de suicide. C'est un élément qui est multiplié par près de 4 dans la population qui souffre d'insomnie. Notre sommeil semble plus perturbé avec l'avancée en âge. Le vieillissement, c'est vrai par moments, on a des phases comme ça d'insomnie ou de problématiques de sommeil. Qu'en est-il exactement? Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, on sait que dans l'enfance, on a un sommeil qui est très profond, qui est très long. Et puis, à partir de l'âge adulte, on a un sommeil qui est plus court. On est de l'ordre de 7 à 8 heures en moyenne, on estime, dans la population générale en France. Et on estime qu'après 65 ans, en général, on perd 1 heure de sommeil par rapport à l'âge adulte, en moyenne. Souvent, on a un sommeil qui devient biphasique aussi, parce qu'en étant âgé, en étant à la retraite, on a moins de contraintes et on a tendance à faire la sieste en début d'après-midi. Et cette sieste, chez la personne âgée, elle est souvent plus longue. Mais d'une manière générale, on observe moins de sommeil profond chez la personne âgée et un sommeil de plus courte durée, effectivement. Alors justement, est-ce qu'on peut compenser une insomnie par une sieste ou des temps courts d'endormissement pendant la journée? Alors surtout pas, c'est effectivement la chose à ne pas faire. C'est un petit peu ce que l'on appelle les facteurs perpétuants, c'est-à-dire que on va prendre de mauvaises habitudes, on va vouloir rester au lit plus longtemps parce que l'on a du mal à dormir, alors on se dit bah tiens, je vais aller me coucher plus tôt, je vais rester reposé, et en fait ça va finalement entretenir l'insomnie. Et de la même manière, le fait de faire la sieste l'après-midi, pourquoi ça va être néfaste dans le cadre de l'insomnie? Tout simplement parce que l'on va diminuer ce que l'on appelle la pression du sommeil et que du coup, le soir, on aura plus de difficultés à s'endormir et à trouver son sommeil. Donc, la recommandation numéro 1, c'est finalement éviter les siestes en journée lorsque l'on souffre d'insomnie. Très bien. Et est-ce qu'il peut y avoir des comportements préventifs efficaces? Alors les comportements préventifs, je dirais qu'on peut parler de l'activité physique par exemple, parce que l'activité physique va être un très bon régulateur de notre horloge biologique qui nous permet de synchroniser à la fois nos cellules et puis nos rythmes veille-sommeil. Et la pratique d'une activité physique régulière, lorsqu'elle est pratiquée en journée, peut avoir des bénéfices sur l'insomnie. Comment pouvons-nous combattre nos insomnies? Vous avez cité certains types de comportements favorables, mais est-ce qu'avoir recours à des somnifères est une des solutions? Je dirais que c'est une solution à court terme. C'est une solution de dépannage, une béquille qui va permettre, lorsqu'il y a un facteur précipitant, lorsque par exemple une personne va souffrir d'un décès dans son entourage, à ce moment-là, effectivement, la mise en place d'un somnifère peut être efficace sur une courte durée. Mais le somnifère, on sait qu'à long terme, il n'a pas de bénéfices et il peut avoir surtout des effets secondaires. Et on sait également que le traitement de référence aujourd'hui de l'insomnie, ce n'est pas un traitement médicamenteux, mais c'est ce que l'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, qui est basée sur des recommandations de prise en charge d'hygiène du sommeil et qui est tout aussi efficace, voire plus efficace que les somnifères. Donc les somnifères, oui, mais à très court terme, et surtout, allez voir un spécialiste du sommeil pour faire une thérapie cognitivo-comportementale. Et existe-t-il des examens spécifiques pour objectiver les causes de l'insomnie? Alors actuellement, l'évaluation de l'insomnie, elle se base sur ce que l'on appelle l'anamnèse avec le patient à la recherche d'une plainte
et surtout à la recherche de l'origine de cette plainte. Est-ce qu'elle est liée vraiment à un trouble du sommeil ou à une autre maladie comme on l'évoquait tout à l'heure, pour essayer de traiter cette cause. Et puis, c'est surtout, je vous le disais, on ne va pas se baser forcément sur des valeurs chiffrées. Donc, on a énormément sur du questionnement. La polysomnographie que l'on réalise en général comme examen de référence du sommeil n'est pas forcément indiquée dans l'insomnie. Elle va être indiquée si on recherche un autre trouble du sommeil, notamment, ou alors dans le cadre de ce que l'on appelle l'insomnie paradoxale. C'est quand on suspecte qu'une personne a une mauvaise perception de son sommeil, c'est-à-dire qu'elle a le sentiment de ne pas dormir, alors qu'en réalité, lorsque l'on observe son sommeil sur la polysomnographie, on observe des périodes de sommeil. Mais l'examen, je dirais, objectif que l'on peut utiliser, c'est l'actimétrie. L'actimétrie, c'est basé sur les montres comme on a aujourd'hui, les accéléromètres, qui vont mesurer le mouvement et qui vont nous donner une idée de la rythmicité veille-sommeil. Et on aura une indication de manière objective, est-ce que cette insomnie, elle est sévère ou non. Alors, vous l'avez un peu évoqué, les activités physiques comme possible régulateur de notre sommeil et peut-être agir sur ces insomnies, mais quelle est la place réelle de l'activité physique, l'importance dans la régulation de notre sommeil? Alors, je vous le disais, il y a le versant de régulation de notre horloge biologique, c'est-à-dire que notre horloge biologique, elle est régulée principalement par la lumière. Donc, en France, actuellement, tout se passe bien. On a une lumière naturelle qui nous expose sur un rythme qui correspond à notre horloge biologique. Mais si on prend le cas de la Norvège, par exemple, en période estivale, ils n'ont pas de période d'obscurité. Et du coup, c'est très difficile de réguler leur horloge biologique. Et à l'inverse, lorsqu'ils arrivent en période hivernale, ils n'ont pas d'exposition à la lumière et ils sont obligés d'avoir une exposition artificielle à la lumière pour mieux réguler leur rythme veille-sommeil. Donc en France, on n'a pas trop cette problématique-là et on est plutôt bien régulé avec la lumière. Mais certaines personnes vont avoir tendance à être du matin et d'autres du soir. Et la pratique d'activité physique, elle peut aider à réguler un peu mieux ces rythmes en fonction de quand on la pratique. Et puis l'autre bénéfice de la pratique d'activité physique, c'est l'effet anxiolytique, l'effet déstressant de l'activité physique qui va permettre d'être plus apaisé au moment d'aller se coucher et de trouver le sommeil plus facilement. Alors ça, c'est l'impact positif, mais est-ce qu'il peut y avoir un impact négatif? Alors l'impact négatif de l'activité physique, moi je dis souvent qu'il y en a très peu, mais quand il est pratiqué de manière mesurée. Je dirais que l'impact négatif aujourd'hui décrit dans la littérature scientifique, c'est plutôt sur les activités de très haute intensité pratiquées juste avant de s'endormir. La raison principale, c'est qu'on va augmenter la température corporelle par la pratique d'une activité physique, alors que normalement on doit observer une diminution de la température corporelle pour faciliter l'endormissement. Donc si on ne pratique pas trop tard le soir, et je dirais que les patients insomniaques sont plus sensibles encore à cet effet-là. Donc pour eux, on recommande d'éviter une pratique après 19h. Et encore une fois, il y a des susceptibilités individuelles qui font que certaines personnes vont être très sensibles et d'autres moins sensibles à la pratique en fin de journée. Donc, hormis cette recommandation-là, je dirais qu'il n'y a pas d'effet néfaste à pratiquer une activité physique en journée sur l'insomnie. Au contraire, les quelques études dans la littérature qui se sont intéressées au traitement de l'insomnie par la pratique d'une activité physique tendent à montrer qu'il y a une amélioration de la qualité du sommeil chez les patients qui pratiquent de manière régulière et une diminution de la latence d'endormissement. Alors, quels conseils généraux donneriez-vous aux personnes souffrant d'insomnie? Alors la première des choses, c'est d'en discuter avec son médecin traitant et puis si ça persiste, si les symptômes persistent, puisqu'on va parler d'insomnie chronique, lorsque les symptômes durent plus de 3 mois, à ce moment-là, effectivement, c'est très important d'en parler avec son médecin traitant et puis d'aller voir un spécialiste du sommeil qui pourra vous aider pour prendre en charge cette insomnie parce que le plus tôt on va la prendre en charge, le mieux ce sera. Dans le cadre de l'insomnie, la TCC, elle est basée essentiellement, ce que je disais, sur la restriction du temps de sommeil. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne de compléter un agenda du sommeil sur les 7 derniers jours, par exemple, et on va essayer d'objectiver, d'après ce qu'elle nous dit, sa durée de sommeil. Et si par exemple, elle nous dit qu'elle a une durée de sommeil de 6 heures, mais qu'en fait, elle passe 8 heures au lit, eh bien, on va réduire encore cette durée de sommeil pendant un temps donné, pendant le traitement par TCC. C'est-à-dire qu'on va lui demander de dormir, par exemple, 5 heures. Et surtout, on va caler l'heure de réveil.
C'est-à-dire que si elle nous dit qu'elle se réveille en général à 6 heures, alors à ce moment-là, on va mettre le réveil à 6 heures et on va lui demander de se coucher du coup à 1 heure pour avoir ses 5 heures de sommeil. Et la difficulté pour la personne, ça va être justement de tenir jusqu'à 1 heure du matin, parce que souvent elle va accumuler de la fatigue et elle va trouver ça un petit peu antinomique. Mais c'est ce qui vraiment fait la base de ce traitement par restriction du temps de sommeil, c'est-à-dire qu'on va augmenter la pression du sommeil. Augmenter la pression du sommeil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous êtes éveillé, plus pour vous, vous allez avoir besoin de dormir. Et ce qui se passe dans l'insomnie, c'est que justement, on a des mauvaises habitudes et on va dormir à des moments inappropriés en faisant des siestes en journée. Alors que là, justement, si on tient jusqu'à 1 heure du matin, lorsque l'on va arriver au lit, l'idée c'est que l'on recherche l'augmentation de l'efficacité du sommeil et la diminution de la latence d'endormissement. Donc si on augmente cette qualité de sommeil, à court terme, eh bien, on va arriver encore avec de la fatigue parce qu'elle est liée à cette privation de sommeil. Mais petit à petit, on va augmenter progressivement la durée de sommeil pour justement revenir à un statut plus ou moins normal. D'accord, donc l'un des objectifs, c'est dans un premier temps d'améliorer la qualité du sommeil et après étendre la plage d'endormissement. Exactement. Et en fait, il faut vraiment, pour le patient, associer le lit au sommeil. Parce que la difficulté, c'est qu'après, on prend des mauvaises habitudes et le patient, il va se réveiller au milieu de la nuit, il va regarder une série, il va regarder son téléphone pendant la nuit. Et tous ces éléments qui sont néfastes pour le sommeil, eh bien, il va falloir les écarter, réassocier le lit avec le sommeil, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne si elle se réveille au milieu de la nuit, par exemple à 1 heure du matin, et qu'elle sent qu'elle n'a plus sommeil, on va lui demander de sortir du lit, d'aller regarder un livre de préférence, lire un livre dans le canapé, et quand elle sent qu'elle va avoir de nouveau sommeil, à ce moment-là, on va lui demander de retourner dans le lit pour retrouver le sommeil. Mais vraiment faire l'association entre le lit et le sommeil, c'est l'objectif de cette thérapie cognitivo-comportementale, améliorer la qualité et in fine améliorer l'insomnie. Et d'une façon générale, c'est un traitement qui fonctionne. C'est un traitement qui fonctionne bien, effectivement. Alors, il y a différentes modalités. Soit il y a des prises en charge qui peuvent être collectives, soit il y a des prises en charge qui peuvent être individuelles. Ça dépend à la fois de la volonté du patient et puis de la prise en charge dans le centre en question. Et puis, c'est plusieurs séances qui sont suivies et qui sont en général échelonnées sur 2 mois pour suivre le patient sur cette mise en place justement de restriction du temps de sommeil et puis essayer de comprendre un petit peu les pensées dysfonctionnelles. Qu'est-ce qui explique que justement aujourd'hui certaines choses ne fonctionnent pas bien et entretiennent l'insomnie. Essayer justement de combattre ces éléments-là. Et la prescription, vous l'avez peut-être dit, viendra du médecin spécialiste du sommeil. Exactement. Exactement. Quand un patient vient vous consulter parce qu'il souffre d'insomnie, quelle est votre démarche d'accompagnement que vous lui proposez ? Alors la première chose, c'est de pouvoir rechercher une cause secondaire à l'insomnie. Est-ce que l'insomnie est symptomatique d'une maladie, d'un syndrome d'apnée du sommeil, d'un syndrome des jambes sans repos, d'une dépression? Donc c'est vraiment important de pouvoir savoir si l'insomnie est primaire ou secondaire. En cas d'insomnie primaire, donc sans comorbidité associée, la première chose à proposer est une thérapie cognitivo-comportementale avec une restriction du temps passé au lit et un contrôle du stimuli et de recommander également des habitudes de sommeil assez régulières tout au cours de la vie. Alors est-ce que vous pouvez nous préciser justement cette thérapie cognitivo-comportementale ? Alors la thérapie cognitivo-comportementale, elle peut être effectuée donc soit par un médecin ou un psychologue ou une infirmière. Elle consiste en 2 points assez importants. Le premier, c'est d'avoir une restriction de son temps de sommeil. Donc on engendre une privation de sommeil au patient en essayant de réduire son temps de sommeil nocturne à environ 5 heures de sommeil. Une fois que le sommeil devient continu et immédiat durant la nuit, on élargit tout doucement le temps de sommeil afin d'avoir une durée de sommeil qui correspond en fait aux besoins du patient. Donc ça, c'est la première démarche. Et la deuxième démarche, c'est le contrôle du stimuli, c'est-à-dire de ne pas rester au lit si on ne dort pas. Très bien. Comment vous évaluez l'importance de cette insomnie ? Alors l'importance de l'insomnie, on l'évalue en fonction surtout des conséquences diurnes. Donc savoir s'il y a de la somnolence, s'il y a beaucoup de fatigue, quelles conséquences cela entraîne la journée, est-ce qu'il y a un risque accidentogène ou autre.
La sévérité sera aussi la durée de sommeil nocturne. Si vraiment le patient dort qu'1 ou 2 heures par nuit, on peut considérer que l'insomnie est sévère. Alors pour rentrer dans cette démarche, il faut d'abord commencer peut-être par une évaluation qui doit se faire sans doute avec le patient. Comment vous procédez? Alors on débute d'abord par un interrogatoire en demandant un peu les habitudes de sommeil, à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous levez, combien de temps vous mettez pour vous endormir, est-ce que vous réveillez la nuit, pourquoi, à quelle heure vous vous réveillez le matin, pourquoi. Ensuite, on recherche toutes les conséquences diurnes, la fatigue, donc tout ce que j'ai un petit peu énuméré auparavant. Et parfois, pour pouvoir mieux visualiser l'insomnie, on peut remettre des agendas de sommeil. Donc, c'est des petits agendas où le patient remplit jour par jour lorsqu'il s'est mis au lit pour s'endormir, lorsqu'il sort du lit, le temps qu'il estime avoir passé au lit. Et on peut également utiliser une actimétrie qui permet un peu d'avoir le reflet de l'activité et du repos durant la journée. Alors je suppose que ces patients vous sont dans un premier temps adressés par leur médecin traitant. Oui. Très bien. Et donc ça demande, ça va requérir l'adhésion complète du patient pour rentrer dans cette démarche qui quand même sollicite leur implication. Tout à fait. Dans la thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'il faut savoir, c'est quand même le premier traitement de l'insomnie chronique et c'est le traitement qui fonctionne le mieux. Le seul petit point qui fera que ça ne fonctionne pas très bien, c'est l'adhésion du patient. C'est-à-dire que le patient a un effort à faire dans cette démarche-là, il doit bien respecter le protocole et y adhérer totalement pour pouvoir avoir des améliorations par la suite. Alors quelles sont exactement les modalités de cette mise en place de thérapie? Combien de séances nécessaires? Sur quelle durée? Alors ça, c'est très personnel. Il y a des patients, donc en consultation habituellement, ce que je fais, c'est que je leur remets un agenda de sommeil pour bien visualiser le sommeil. Ensuite, je leur demande de restreindre leur temps passé au lit et d'avoir des horaires de lever et de coucher très réguliers. Donc par exemple, de se coucher à minuit, de se réveiller à 5 ou 6 heures du matin de manière très régulière. Au bout de 15 minutes, s'ils n'arrivent pas à s'endormir, ils sortent du lit, ils vaquent à une occupation calme, bouquiner, écouter un podcast, écouter la radio, pas d'écran la nuit, ni en soirée. On leur demande de faire ça pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le sommeil devienne continu et immédiat. C'est-à-dire que le patient met moins de 20-30 minutes pour s'endormir. Une fois qu'on a ça, donc on revoit le patient une semaine plus tard pour faire un petit peu le point. Si ce n'est pas suffisant, on réduit encore le temps de sommeil. Si c'est suffisant, on peut augmenter un peu d'une demi-heure tous les 3-4 jours. Donc il y a des patients qui vont répondre assez immédiatement. Donc au bout d'une semaine, 10 jours, le sommeil va devenir continu et réparateur. Donc c'est des patients pour qui la prise en charge s'arrêtera assez rapidement. Et d'autres patients qui ont besoin d'un accompagnement un petit peu plus prononcé et qu'on arrivera à suivre sur 2-3 semaines, un mois. Très bien. Alors, est-ce que l'amélioration que vous allez constater dans un premier temps avec les premières séances est irréversible ou doit-on poursuivre un traitement par période ou sur du long terme? Alors, cette thérapie cognitivo-comportementale, elle est efficace sur un certain temps, mais elle n'est pas efficace sur le très long terme si vous ne respectez pas du coup les consignes données. Donc si vous ne gardez pas des horaires de coucher, de lever régulières, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de sommeil, l'insomnie peut réapparaître assez facilement. Ouais, l'objectif étant de modifier ses comportements et de maintenir ses comportements dans le temps. Tout à fait. Comment vous allez évaluer justement les progrès? Est-ce que ça va être par le questionnement simplement du patient pour déterminer, j'allais dire, quand est-ce que vous allez arrêter la thérapie par exemple? À partir du moment où le patient n'a plus de plainte de sommeil et qu'il a un fonctionnement diurne, donc un fonctionnement la journée qui est satisfaisant. Donc tout va dépendre de ce que le patient rapporte. Très bien. Est-ce que vous pouvez avoir une idée du taux de réussite de cette thérapie dans le traitement 90% à peu près. Donc c'est très efficace. C'est très efficace lorsque c'est bien suivi. Très bien. Et est-ce que cette thérapie suffit à elle-même ou vous allez l'associer avec d'autres éléments qui vont pouvoir intervenir sur l'amélioration de ces insomnies? Alors la thérapie, souvent, elle suffit en elle-même. Après, chez les patients qui ont de l'insomnie qui est très chronique et très sévère,
avec la prise d'hypnotiques ou de traitements qui les aident à s'endormir, on a un petit peu plus de mal à s'en sortir. Et dans ce cas-là, il y a un nouveau traitement qui existe depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, qui est le daridorexaran et qui a l'autorisation d'être prescrit dans l'insomnie chronique avec échec ou en association de la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, si cette thérapie cognitivo-comportementale fonctionne, on va dire, dans 90% des cas, est-ce que ce n'est pas justement marqué que la relation entre les problèmes d'insomnie et des problèmes, entre guillemets, dits psychologiques est présente? Alors oui, il y a forcément un lien en sachant que l'insomnie est un état d'hypervigilance où en fait le cerveau a du mal un petit peu à se déconnecter, se mettre en off. Donc c'est une hyperactivité cérébrale qui est parfois, même très souvent associée à un état psychologique, un peu d'anxiété ou avoir du mal à lâcher prise. Donc c'est forcément lié, oui. Quels sont les autres accompagnements possibles pour améliorer son état en parallèle de cette thérapie? Alors en parallèle de la thérapie, on préconise aussi d'autres techniques, notamment des techniques de relaxation, des techniques de méditation, de cohérence cardiaque, qui permettent d'améliorer également l'insomnie. Alors existe-t-il, entre guillemets, une hygiène du sommeil pour favoriser un sommeil de qualité? Alors oui, et c'est très important, c'est ce qui évitera que l'insomnie revienne. Donc l'hygiène de sommeil, c'est quelque chose qui est très important. Ça passe aussi par une bonne hygiène de vie, avoir des horaires de coucher et de lever qui sont réguliers, ne pas trop se décaler le week-end ou en vacances, essayer de ne pas se réveiller trop tard par rapport à la semaine. Ce qui est aussi important, c'est d'éviter tout ce qui sera boissons stimulantes éveillantes, donc la caféine, le thé, les boissons énergisantes, de ne pas trop en abuser durant la journée et plutôt pas du coup en fin d'après-midi. L'autre chose qui est importante, c'est de rester bien actif la journée. Nous, c'est ce qu'on recommande aux patients, d'avoir une activité physique quotidienne, permet d'améliorer le sommeil parce que l'activité augmente le sommeil en profond et donc le sommeil récupérateur. Si on n'est pas actif la journée, on a beaucoup plus de mal à s'endormir. Ce qui est également important, c'est de bien s'exposer à la lumière la journée, d'éviter l'exposition lumineuse et notamment les écrans en soirée. Et d'éviter d'avoir des siestes un peu inappropriées ou de s'endormir de manière inappropriée ou durant la journée. Si on veut faire une sieste qui est indispensable, plutôt pas si on a de l'insomnie, et si c'est vraiment indispensable, courte et après le repas de midi. Voilà. Est-ce que certains types de travail, notamment sur le travail posté, notamment les personnes qui sont amenées à travailler parfois de jour, parfois de nuit, favorisent justement ces troubles d'insomnie? Oui. Le travail posté et le travail de nuit favorisent fortement l'insomnie pour une raison principale, c'est que les rythmes ne sont plus les mêmes. Donc ce qu'on disait, c'est que ce qui était propice à l'insomnie, c'est lorsqu'on a des rythmes de coucher et de lever qui sont irréguliers. Et avec le travail posté ou le travail de nuit, c'est le cas. Un coup, la personne va être du matin, donc va se coucher plutôt tôt et se lever tôt. Un coup, la personne sera du soir et va se coucher plutôt tard et se lever tard. Donc ça perturbe énormément les rythmes et notamment la qualité du sommeil. Ce qui est important, c'est de jouer sur les autres facteurs qui régulent le sommeil, donc l'exposition lumineuse, l'activité physique, et aussi d'avoir des rotations qui sont plutôt longues, c'est-à-dire d'avoir plusieurs nuits en poste du matin suivies de plusieurs nuits en poste de nuit, du soir, et de ne pas avoir des rotations qui sont trop courtes. Alors, est-ce que la réponse thérapeutique par rapport à ce type de problématique, d'horaire, on va dire, décalé par moment sur le sommeil, va être la même que pour les personnes plus régulières? Votre question est pertinente parce que c'est les personnes qu'on a le plus de mal à aider avec la thérapie cognitivo-comportementale parce que leur rythme de travail ne leur permet pas forcément de suivre très rigoureusement cette thérapie-là. Donc on a un petit peu plus de mal, même si on y arrive quand même. Ça va être des patients qu'on va suivre un petit peu plus longtemps qu'une personne qui ne travaille pas en travail posté. Mes troubles du sommeil que j'avais avant d'aller consulter, c'est que je me couchais très tôt et donc je me réveillais entre 2 et 3 heures du matin. C'était intenable car ça durait très longtemps et entre 2 et 3 heures du matin, je refaisais ma journée du lendemain, enfin je préparais surtout ma journée du lendemain, pas par stress, mais par... J'aimais bien que les choses soient bien faites. Donc voilà, ça me réveillait. Je me levais, je prenais un verre d'eau, je marchais un petit peu.
Quelquefois je m'endormais, quelquefois je m'endormais pas. Donc les nuits étaient quelquefois assez longues. Il y a des jours j'étais très fatigué, mais il y a des jours ça me dérangeait pas. Par contre j'avais un réveil qui était correct, pas tout le temps grognon, tout ça. Donc j'étais bien avec les gens. Mais par contre en fin de journée, voilà, la fatigue arrivait à tomber, mais pas tous les jours. Mais ça ne nécessitait pas forcément une sieste tous les jours. Quand j'avais des activités extérieures, j'allais faire un tour de vélo ou j'allais faire un tour à la pêche. Donc voilà. Mais par contre, il y a des jours, c'était canapé obligatoire. J'avais pas trop envie de prendre tout ce qui était médicaments, donc j'ai pas démarché tout seul, je n'ai rien essayé de moi-même. Donc j'en ai parlé à mon généraliste, il m'a conseillé le centre Visa. J'ai rencontré le professeur Roche, donc un médecin du sommeil. On a essayé plusieurs choses, voir d'où ça pouvait venir. Est-ce que c'était le stress du travail? Est-ce que c'était des problèmes personnels? Donc du coup, quand il a vu que j'ai répondu à toutes mes questions, il a dit bah non, tout dans la vie, une vie normale, on va dire. Il me dit, je vois, à part des somnifères, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Et comme je ne voulais pas de solution médicaments, il m'a dit, bah, on va passer voir avec un neurologue s'il a d'autres solutions. Donc le neurologue, ça s'est passé en 3 étapes. Première étape, donc on a fait un rendez-vous dans son cabinet. Donc je lui ai expliqué ce que j'avais, que je me réveillais à 2-3 heures du matin, que je me couchais tôt. Et voilà, et donc tout ça, que j'avais une vie sociale qui était un petit peu perturbée quand même. Donc elle m'a donné les solutions de réduction de temps de sommeil et ça s'est passé en 3 séances. 1 au cabinet et 2 par téléphone. Je me couchais tous les soirs à 20h30 après les infos, donc pour m'endormir des fois en 2 minutes. Donc le neurologue m'a dit de me coucher à 23h, je lui ai dit que ça serait pas possible, que j'arriverais jamais à 23h. Donc on a commencé par 21h, réveil 5h du matin. Ensuite, on a poussé jusqu'à 21h30. Donc là, ça commence à aller bien. Et toujours réveil à 5h. Ensuite, le professeur Roche m'avait dit de noter ma journée du lendemain pour éviter que ça perturbe mon sommeil, tout ça. Donc en me couchant plus tard et en me levant plus tôt, donc on a réduit le temps de sommeil, il était plus concentré. C'est rentré, ça a été assez rapide parce qu'en 3 semaines, donc on avait réglé le problème. Maintenant, je dis que j'ai la capacité de me coucher plus tard. Rien ne me perturbe, je ne vais pas demander mon lit à 8h30 comme je le faisais avant. Donc 20h, je profite un peu plus de la télé, parce que c'était mon but que j'avais demandé, de regarder quelques émissions, une chose que je ne pouvais plus faire. Donc comme je dis, une vie sociale qui était un petit peu réduite. Et donc voilà, et donc le réveil le matin, c'était pas un souci pour moi, parce que j'ai toujours eu l'habitude de me lever tôt. J'arrive à me réveiller une fois peut-être dans la semaine, mais c'est un réveil qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. Mais bon, après ça peut être une envie de pipi, voilà. Donc du coup après je peux pas dire que ce soit à cause du sommeil. Je peux dire que je suis soigné. Donc du coup j'espère que ça va durer. Ça a été assez pénible d'être réveillé la nuit, les nuits sont longues, on n'est pas bien. Je ne vois plus le neurologue. Par contre elle m'a dit s'il y a le moins de soucis, la moins d'alerte, de la recontacter pour remettre peut-être une autre chose en place ou changer encore peut-être le temps de sommeil. Mais là je n'en nécessite pas le besoin, donc pour l'instant je n'ai plus de rendez-vous avec elle. Je continue à vivre comme je le faisais avant, donc je fais toujours un petit peu de VTT, je fais de la marche, je pratique de la pêche sportive. Donc tout ça, ça me remotive encore plus car il n'y a plus de fatigue, donc je n'ai plus 1 ou 2 après-midi où j'étais obligé de prendre le canapé, là je peux prendre mon vélo. Donc voilà, ça m'a changé carrément la vie. Je m'en suis sorti sans médicaments, chose que je voulais pas. Je ne voulais pas une addiction sur des somnifères ou des antidépresseurs. Donc je pense que si on respecte ces réductions de temps de sommeil, ce que les neurologues nous disent, ça fonctionne. Enfin pour mon cas, ça a très bien fonctionné. Je dirais que pour se passer de médicaments, je pense qu'il faut faire un effort sur les horaires qu'on nous indique, sur les horaires de coucher, sur les horaires de réveil. Si c'est pour raconter des histoires, ce n'est pas la peine, ça ne marchera pas. Et je pense qu'il faut le faire pour soi. Donc en le faisant pour soi, je pense qu'on peut qu'évoluer là-dedans et ça fonctionne sans médicaments. Enfin, pour ma part. Nos comportements influencent donc la qualité de notre sommeil. Être suffisamment actif au cours de la journée jouera un rôle important. Autre possibilité évoquée, réguler notre état de stress. Des exercices de relaxation et de respiration peuvent nous y aider. Notre coach Capform nous présente quelques exercices de respiration afin de faciliter notre endormissement. Je m'appelle Annette, je suis coach sportif et sophrologue. Je vais vous présenter des exercices
qui vont avoir un impact réel sur votre organisme et pouvoir modifier des comportements. Si vous avez des troubles du sommeil, des difficultés pour vous endormir, des réveils nocturnes, des angoisses liées à la journée du lendemain, vous pouvez réaliser ces exercices et ils vont vous aider, si vous le faites régulièrement, à agir sur votre système nerveux parasympathique et donc avoir une vraie action sur votre organisme et pouvoir justement améliorer votre sommeil, voire passer des très bonnes nuits. Donc cette respiration de détente, je vous conseille aussi de la pratiquer si vous avez des réveils nocturnes. Voilà, ne vous laissez pas envahir par des pensées, ne captez pas une pensée, essayez tout de suite de vous concentrer sur votre respiration et ainsi d'avoir tout de suite une action et ne pas vous laisser perturber par autre chose qui va vous laisser éveiller. Donc, concentrez-vous sur votre respiration, faites ces expirations lentes et profondes qui vont vous ramener tout de suite vers le sommeil. Donc, nous allons commencer par 2 exercices de respiration. En fait, le premier exercice va permettre de ralentir, d'apaiser quand on est en état de stress. Le premier impact, on va dire, du stress, c'est d'avoir des tensions musculaires, d'augmenter les tensions musculaires, d'augmenter le niveau de vigilance et donc avec plein de pensées qui vont venir vous assaillir. Et bien c'est le contraire de ce que l'on va chercher à voir lorsque l'on s'endort. Il va y avoir justement, le corps va se mettre au repos et donc relâcher les muscles, abaisser notre niveau de vigilance pour avoir des ondes cérébrales plus lentes. Et donc c'est ce que l'on va chercher à faire avec ces exercices. Vous allez le faire avec juste la respiration ventrale, c'est-à-dire inspiration en gonflant le ventre, expiration en dégonflant le ventre, en mobilisant le muscle diaphragme. Donc inspiration par exemple sur 2 temps, expiration sur 4, 5 temps, voire plus si vous le pouvez. Et vous reprenez sur 2 temps. Voilà, vous essayez de le faire 10 à 20 fois ou selon votre envie, votre ressenti. Le deuxième exercice s'appelle respiration en carré ou en rectangle. En fait, cette fois-ci, on va mobiliser un peu tous les muscles respiratoires. Donc, on va avoir une respiration au niveau du ventre et puis après une respiration amplifiée au niveau thoracique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on va avoir, par exemple pour la respiration en carré, un temps d'inspiration, un temps d'expiration qui vont être les mêmes et on va placer des pauses respiratoires entre l'inspiration et l'expiration. Donc sur le même temps. Donc je vous fais la démonstration. Inspiration par exemple sur 3 temps. Pause sur 3 temps. Expiration sur 3 temps. Pause sur 3 temps. Et je reprends. Et ainsi de suite, et je reprends ce cycle autant de fois que je le veux, mais en tout cas, essayez de le faire 10 à 20 fois. Par contre, cet exercice est déconseillé pour les personnes qui font de l'hypertension. Ne faites pas de pause respiratoire en cas d'hypertension. Cette fois-ci, la respiration en rectangle. Donc cette fois-ci, on va avoir une inspiration et une expiration qui vont avoir le même temps, la même durée. Et la pause respiratoire entre l'inspiration et après l'expiration, par contre, vont être plus courtes. Donc je fais la démonstration. Inspiration sur 3 temps. Pause respiratoire sur un temps et expiration.
et ainsi de suite. Vous pouvez évidemment, selon votre aisance au niveau respiratoire, augmenter ces durées. Vous pouvez faire par exemple une inspiration sur 3, 4 temps, 5 temps, la pause sur 3 temps, etc. L'important c'est d'avoir donc de se concentrer sur sa respiration. Ça va avoir un double impact déjà de se concentrer sur sa respiration et du coup de faire abstraction de toutes les pensées qui peuvent venir vous envahir. Et puis d'autre part d'avoir cet impact physiologique au niveau de notre corps. Maintenant, je vais vous proposer 2 exercices de relâchement musculaire. Comme on l'a dit, en état de stress, on a plutôt tendance à avoir des tensions musculaires. Et bien là, on va agir sur ces tensions, sachant que agir sur, on va dire, le côté somatique, sur le corps, va aboutir à une détente mentale. Donc, le premier exercice s'appelle tension-détente. Des fois, on a des états de tension que l'on ne ressent pas forcément. Et on a du mal à se dire, voilà, je vais détendre et à réussir à le faire. Donc l'idée, ça va être de se mettre en surtension, à se contracter un peu plus que justement la normale, pour que, on va dire, nos muscles lâchent un petit peu prise. Il va y avoir une réaction qui va nous mettre un peu en tension en dessous de ce que l'on était au départ. Donc on peut le faire avec chaque partie du corps, ou alors une tension globale. La tension globale, ça va être par exemple avec l'inspiration, je vais inspirer et contracter tous mes muscles. Et relâcher. Donc pareil pour les personnes qui ont de l'hypertension, ne faites pas de pause respiratoire, ne bloquez pas. Vous allez après juste inspirer, vous mettre en tension. Et expirer et relâcher. Voilà, vous ferez l'exercice de contraction en même temps que l'inspiration. Donc vous pouvez le faire aussi sur une seule partie du corps. Si vous sentez par exemple vos épaules tendues, eh bien vous allez inspirer, contracter vos bras, vos poings, vos épaules, puis relâcher et sentir tout le relâchement dans vos bras, dans vos épaules. Donc faites-le selon vos besoins. Vous pouvez faire chaque partie du corps indépendamment ou tout le corps ou l'un après l'autre comme vous le souhaitez. Deuxième exercice de détente, de déstress, l'exercice de relaxation, on va dire de base, où vous allez en fait porter toute votre attention sur les différentes parties de votre corps. Parce qu'en fait, pour relâcher ces tensions, il faut déjà en avoir conscience. Donc vous allez vous concentrer d'abord sur le visage, sur vos épaules, sur votre buste, sur vos jambes et petit à petit détendre un petit peu toutes ces zones, sachant que du coup le fait de se concentrer sur vous, se focaliser sur ce scan en quelque sorte, va vous permettre de ne pas penser à autre chose et d'autre part d'avoir une action sur le système nerveux parasympathique et de pouvoir abaisser non seulement les tensions musculaires, mais le niveau des ondes cérébrales. Donc, par exemple, lorsque vous êtes au coucher, eh bien, vous allez en effet faire quelques respirations déjà profondes et ensuite vous concentrer sur les différentes parties. J'inspire et je me concentre sur mon visage et je vais détendre mon visage, ma mâchoire, mes paupières. Je souffle bien et à chaque expiration, j'essaie de détendre un peu plus les muscles de mon visage. Puis après, je vais détendre bien mon cou, ma nuque. Je vais détendre mes épaules, bien relâcher mes bras, mes mains. Je vais détendre mon thorax. Je vais détendre mon abdomen. Je peux sentir mon ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Je vais détendre tous les muscles de mon dos. Essayez de sentir les points d'appui de mon dos sur le matelas. Puis je vais détendre le bas du corps. Les cuisses, les mollets, relâchez toutes les articulations
Relâchez bien les muscles, même au niveau des pieds. Et laissez aller un peu plus à chaque expiration. Je détends bien mes muscles et je me laisse aller. Ne cherchez pas forcément à vous endormir, mais simplement essayez de faire cet exercice sans réfléchir, sans vous poser de questions et ne surtout pas chercher de résultats d'endormissement. Laissez juste aller et faites l'exercice comme ça. Et vous pouvez le répéter évidemment en journée, en étant assis ou allongé comme vous le souhaitez. Et au moment de l'endormissement, et on va dire le compléter avec des respirations. Cet exercice, c'est un exercice de détente et de programmation positive. En fait, lorsque l'on a des tracas, on va avoir du mal à s'endormir et on va penser à, par exemple, si vous avez la journée du lendemain où vous avez des choses qui peuvent vous stresser, eh bien vous allez peut-être avoir du mal à vous endormir. Donc l'idée, en fait, ça va être d'utiliser les capacités de notre cerveau à imaginer cette journée de façon positive. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on imagine, notre cerveau enregistre ça comme si c'était une situation réelle. Donc le fait de le vivre mentalement, de façon positive, va, on va dire, activer notre schéma nerveux et donc enregistrer des messages positifs. Et donc cette journée que vous aurez vécue de façon positive, eh bien, elle va s'engrammer, elle va s'enregistrer dans notre mémoire corporelle et il y aura donc une autre approche. D'une part, vous allez pouvoir du coup vous endormir sereinement puisque vous savez qu'elle va bien se passer. Donc après un exercice vraiment de détente, vous pouvez donc le faire au coucher en étant allongé. Vous allez faire d'abord 5-10 minutes de détente avec de la respiration, de la relaxation. Et après, vous allez visualiser votre journée du lendemain en la voyant se dérouler du matin jusqu'au soir. Et bien de façon positive, avec de l'enthousiasme, avec de l'énergie, avec de la sérénité. Donc, par exemple, après donc, un moment de détente, eh bien, je visualise ma journée. Je me vois me réveiller, je me vois m'étirer profondément, contente d'aborder cette journée avec de l'énergie. Je fais ma routine habituelle, je m'habille, je me douche, je prends mon petit déjeuner avec plaisir et je ressens beaucoup d'enthousiasme, contente de vivre cette journée et j'aborde tout ce qui va se passer dans ma journée de façon sereine. Puis je me vois réaliser les différentes tâches que j'ai à effectuer, les différents rendez-vous, en étant enthousiaste, sereine. Je me sens la forme d'aborder cette journée. Et ainsi jusqu'au soir, avec tous les moments, on va dire, de plaisir que je peux ressentir, que ce soit de rencontrer des gens que j'apprécie, de déjeuner, d'être à un endroit qui me plaît, etc. Appuyez-vous sur tout ce qu'il y a de positif et abordez les choses de façon enthousiaste et sereine. Puis vous allez visualiser ainsi les actions jusqu'au soir. Et vous allez ressentir le plaisir d'avoir vécu cette journée, d'avoir accompli les actions, les tâches que vous aviez à faire, qui pouvaient être stressantes à la base et qui se sont bien déroulées. Et vous allez pouvoir vous imaginer, vous coucher de façon tout à fait sereine avec le plaisir, la satisfaction de la journée. Et vous pouvez vous endormir sereinement. Bien évidemment, ces exercices sont à faire régulièrement et plus vous les ferez régulièrement et les pratiquerez souvent, on va dire, et plus ils seront efficaces. Nous espérons que ces reportages auront su vous intéresser. Nous vous donnons rendez-vous lors d'une prochaine diffusion de Cap Forme Senior, l'émission. D'ici là, à vous de jouer, restez actifs.